Et donc, on est toujours au congrès FEPRABEL, avec à mes côtés Marie Kentros, qui est la porte-parole de FEPRABEL. Et on enregistre un nouvel épisode hors série de la franchise en prime, ici au cœur du congrès. Et on est vraiment très honoré, très heureux de recevoir Étienne Bouat-Laurent, qui est le CEO d'AXA Belgium. C'est vraiment un honneur. On est convaincu qu'on va apprendre pas mal de choses dans ces quelques minutes. Étienne était il y a un instant un des conférenciers lors de la plénière. Et donc, on va revenir sur quelques points qui ont été abordés, peut-être essayer d'élargir un petit peu le débat. Mais avant ça, je vais te demander, Étienne, si tu veux bien de te présenter. Et donc, ma question, elle est simple, c'est qui es-tu, Étienne ? Écoutez, merci de votre invitation, que j'ai acceptée avec grand plaisir et avec beaucoup d'empressement, comme vous le savez. Je suis de nationalité française. AXA est ma quatrième compagnie, ou quatrième société sachant qu'avant je n'étais pas dans l'assurance, mais je travaille chez AXA depuis plus de 20 ans. Donc quand même, je comprends un petit peu le métier. Et j'ai passé à peu près la moitié de ma carrière hors de France. Et lorsque j'étais en France, j'avais surtout des postes internationaux. Voilà, donc je suis très ouvert aux cultures étrangères, on va dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à venir en Belgique, puisque j'ai vécu en Chine, j'ai vécu beaucoup de temps en Allemagne. Et je traversais souvent la Belgique, parce que j'habitais Düsseldorf, pour rejoindre Paris. Je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Et la chance a voulu qu'il y a 2 ans et demi, on demande de m'occuper de la Belgique et du Luxembourg. Et c'est un poste que, franchement, j'adore. Ouais. Voilà, j'adore, parce que tout converge. La société qui est magnifique et les équipes qui sont extrêmement professionnelles et engagées. Et par ailleurs, le pays avec les Belges. Voilà. Et les Belges sont extrêmement ouverts, accueillants, charmants. Et je me sens vraiment chez moi. C'est vrai ? Je pense que les Belges font tout pour que les étrangers se sentent chez eux. C'est ce que tu as pensé depuis le premier jour, ça ? Premier jour. Ouais, c'est vrai. Et je ne rencontre pas d'étrangers, ou en tout cas de Français, qui pensent autrement. Et donc je pense que en Belgique, les Belges le savent, ils sont comme ça, qu'ils ont ces qualités, mais ils aiment toujours l'entendre. Mais honnêtement, voilà. Oui, là on est en train de t'écouter avec des sourires béats. Oui. Tu peux continuer. Mais je vous prends pas par surprise quand même. Non, mais enfin, ça fait toujours plaisir, oui. Voilà. Un Français au cœur de Bruxelles. Enfin, maintenant, je suppose que c'est devenu Bruxelles. Alors, plus exactement, Uccle. Ah, ok. D'accord. Voilà. Petite banlieue charmante, magnifique, qui concentre beaucoup, dans laquelle il y a beaucoup trop de Français, mais parce que il y a l'école française, et donc c'est vrai que c'est devenu un petit village gaulois en fait. Oui, et quand on a des enfants, on n'a pas trop de choix. Voilà, il y en a qui habitent jusqu'à Ixelles, c'est encore plus loin de l'école. Voilà, c'est un peu un cliché, le Français qui habite à Ixelles ou à Uccle, mais voilà, on peut pas échapper à son sort parfois. Voilà. Mais donc, si tu es heureux d'être en Belgique, nous le sommes aussi. Et je pense que les courtiers le sont également, parce que donc AXA est une des compagnies d'assurance préférées des courtiers. D'ailleurs, vous avez remporté un prix digital. Je crois que ça fait 2 ans de suite. Qu'est-ce que ça représente pour AXA d'être à un congrès comme celui-ci ? Qu'est-ce que ça représente pour AXA de travailler avec des courtiers en assurance ? Alors en fait, nous avons une particularité en Belgique, c'est que nous sommes une compagnie d'assurance qui travaille pour le courtage. Donc, le courtage, c'est notre distribution. Donc, il n'y a aucune divergence d'intérêt entre le courtage et AXA. Et lorsque nous investissons toujours avec l'intégration du courtier dans notre chaîne de valeur. Alors maintenant, être reconnu sur le plan digital, c'est lié au fait que chez AXA, on aime bien être précurseur. On a également la chance d'être un groupe dans lequel on a beaucoup de moyens liés à tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit le digital ou l'artificial intelligence. Donc c'est une arme que l'on a. On aime bien être pas premier de la classe, mais un peu quand même. C'est le côté français. Et ce qui est formidable, c'est que toute cette technologie, qui nous demande beaucoup d'investissement, elle profite à la fin aux courtiers. Parce que si elle profite pas aux courtiers, nous, on n'en profitera pas. C'est aussi simple que ça.
J'ai l'impression en t'écoutant que c'est un peu une démarche broker first. On pense d'abord la démarche avec le courtier pour tout ce qui est fait chez AXA. Et donc tu parles d'AI. Vous en avez parlé avec Christophe Amal et Patrick Cohert pendant la conférence. Mais tu as un petit peu défriché la question en l'abordant à l'instant, mais vers où on va, fatalement en partant de ton expérience au sein du groupe AXA, mais on vient de basculer une intelligence artificielle qui était connue mais qui n'avait pas encore énormément d'applications. Il y en avait, hein, évidemment, le prédictif, c'est pas non plus nouveau, mais le génératif, par contre, qui vient de s'imposer avec l'émergence de ChatGPT, dans un secteur où il y a énormément de data, où il y a donc beaucoup de potentiel de travail en matière d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu peux nous dire, évidemment, en quelques mots, puisque on est dans un format relativement court, mais les priorités d'AXA, elles vont être dans quel domaine au sein d'une compagnie donc qui a évidemment plein de champs d'action. On peut se focaliser sur la souscription, sur le sinistre, sur plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a une vision relativement claire? J'imagine que oui, mais tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. On a les idées assez claires. Je dirais que premièrement, il faut regarder ce qui s'est passé sur le digital à l'époque. Le digital a été une chance pour le courtage. Pourquoi? Parce que à l'époque, et il y a 20 ans, 25 ans, on pensait que les banquiers allaient remplacer les agents et les courtiers d'assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les agents bancaires ou les banquiers, ils ont perdu leurs agences physiques, ils ont perdu la fréquence de contact. Et les courtiers, ils ont gagné avec le digital une façade virtuelle qui n'a rien à envier à celle du banquier. Et comme par ailleurs, ils ont un avantage sur le banquier qui est la pérennité dans la relation, la technicité, l'assistance aussi bien pour la souscription que pour la gestion des sinistres, le côté humain. Pour moi, ils ont dépassé le banquier. Alors avec l'intelligence artificielle, on va à nouveau renforcer le courtier. Ça va être le courtier renforcé. On pourrait dire paradoxalement, au premier abord, quand on va se dire, mais tiens, l'IA, si je prends le message un peu public, l'IA, ça remplace des emplois, mais c'est plutôt le côté augmenté que tu veux mettre en avant, je suppose. Le côté courtier augmenté, ou compagnie augmentée aussi d'ailleurs. Oui, mais je ne vois que ça. Bah oui, bien sûr. Le reste, je ne sais pas trop quoi en faire. Ouais. De ces spéculations infondées à ce stade. Donc, non, on dit que ça pourrait être une menace parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Alors, c'est pas que j'ai la science infuse, mais simplement, chez nous, on travaille à peu près sur 500 use cases. Donc, des projets, des proof of concepts au niveau du groupe, dont à peu près 10% en Belgique. Je peux juste te demander, plutôt développer en interne? En interne. Essentiellement. Alors, je vais vous dire ce que l'on fait. Je crois que dans l'utilisation des données, il n'y a rien de nouveau. Nous, l'assureur vit des données. Oui. On exploite des données. Ce qui se passe en ce moment, il y a une accélération que l'on a déjà commencé à mettre en œuvre sur 2 plans. Le premier, c'est de structurer de l'information non structurée, donc on appelle document understanding, et ça on a commencé il y a quelques années. Et c'est une technologie qui va être mise au service du courtier par Portima par ailleurs. Et donc ça, c'est déjà dans les pratiques, je dirais. Le deuxième élément, je dirais, d'innovation, c'est que nous avons commencé également il y a quelques années à utiliser la technologie de computable contract. C'est quoi? C'est construire des contrats à partir d'un clausier, donc de clauses standards, avec des définitions claires. Et donc, là, avec une machine, on peut construire un contrat en allant chercher les clauses à droite à gauche. Alors, le gros avantage de ça, c'est que ça nous aide à faire du risk management parce qu'on sait à tout moment, on sait quelles sont nos expositions au risque. Ah oui. Et quelle définition a été utilisée pour qualifier un risque et quelles sont les limites de souscription. Deuxième chose, ça simplifie la formation de nos équipes parce qu'on a de plus en plus de clauses qui sont identiques. Et enfin, ça nous permet de mieux automatiser avec le Gen AI, par ailleurs, automatiser et construire des nouveaux contrats et des nouvelles approches. Donc ça, ce sont 2 technologies que l'on a déjà mis en place.
et sur lesquels on continue à accélérer. Les deux dimensions sur lesquelles on est en train de se développer de façon un peu plus disruptive, c'est l'intégration de données externes. Donc, on n'utilise pas uniquement les contrats avec les conditions générales, les conditions particulières, avec les guides de souscription, les best practices et tout ce que l'on veut. Mais on utilise également des données, je vais vous donner un exemple très précis, géospatiales, c'est ça, voilà. Pour mieux appréhender les risques que nous souscrivons et également mieux gérer les risques lorsqu'ils se produisent. Je faisais référence tout à l'heure, lors de la conférence, aux inondations de juillet 2021. Si chaque gestionnaire chez nous avait eu ces images en direct de l'état de la situation, du niveau des eaux, maison par maison, avec des images très précises, on aurait pu mieux gérer très certainement l'intervention de nos experts, mieux dépanner les clients ou les assurés qui étaient déjà plus chez eux. Voilà. Anticiper. Et on va se servir également de ça, des données géospatiales et de toutes les données météo pour essayer d'anticiper un peu les risques. Et ça, on a déjà commencé à faire des warnings systématiques. Donc, enrichissement des données. Et là, les capacités sont infinies. Et puis, la dernière chose, c'est... J'ai parlé de courtier augmenté tout à l'heure, mais pour que le courtier soit augmenté, il faut aussi que nos opérateurs chez nous, dans les compagnies d'assurance, soient augmentés. Donc, nous bâtissons des bibliothèques spécialisées par type de problématique qui permettent à l'opérateur, lorsqu'il est en ligne avec le courtier, de répondre de façon extrêmement précise à des questions complexes. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous construisons actuellement ces bibliothèques spécialisées. C'est un gros travail, très gros travail. Il faut nettoyer les données, il faut que les données soient correctes, il faut qu'elles soient cohérentes entre elles, parce que l'intelligence artificielle n'est pas capable aujourd'hui de donner des réponses intelligentes si on lui donne accès à trop d'informations, incluant des informations qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est ça. Donc ça, c'est un gros travail. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à nos opérateurs à poser des questions à cette bibliothèque spécialisée. C'est-à-dire la façon dont vous posez la question peut apporter des réponses intelligentes ou débiles. C'est des nouveaux métiers. Et troisième chose, il faut tester pour limiter le nombre d'hallucinations. Les hallucinations, ce sont des réponses... un peu lunaires, un peu lunaires, voilà, mais qui reposent chaque fois sur des éléments objectifs, mais qui n'arrivent pas à donner une réponse intelligente, clairement, adaptée. C'est une erreur de l'IA, c'est-à-dire que le côté aléatoire l'a amené à... Alors, c'est pas une erreur de l'IA, c'est une erreur dans soit la bibliothèque que l'on a constituée, soit dans la question que l'on a posée. Mais l'IA ne fait pas des fautes ou pas des fautes. Il fait ce qu'on lui demande avec une logique informatique. 0-1. Voilà. Et donc, tout ce travail, ça va prendre du temps. Ça a déjà commencé. Et donc, c'est là qu'on va arriver les nouveautés. Donc, quand vous entrez dans le détail de qu'est-ce qu'on fait vraiment de façon pratique, vous ne voyez pas de danger pour le courtage. Au contraire, une opportunité. Oui, d'autant que le courtier, il est alimenté, entre guillemets, par le travail qui est fait en amont par la compagnie et sur le côté, si je peux dire, par Portima, et il ne peut qu'en bénéficier. Non, moi, je me pose quand même une question, ou le courtier se pose peut-être une question. Donc ça, c'est évidemment magnifique et comme tu dis, une opportunité. Mais est-ce que pour autant, le courtier, dans son bureau de courtage, avec son équipe, sa PME, il doit se dire, puisque de toute façon, il est évident que AXA ou d'autres, mais a je vais pas dire une force de frappe, mais en tout cas des capacités d'investissement dans ces technologies. Tu as parlé de 500 use cases. Du coup, moi, je suis courtier. Je ne m'intéresse presque pas à l'IA. Je vais juste utiliser les solutions qui me sont proposées, qui me sont soumises, qui me sont mises à disposition. Ou est-ce que et j'ouvre une parenthèse, on a discuté avec Hugues Bersini, qui est professeur en la matière tout à l'heure, qui parlait des enjeux en termes d'éducation. C'est vrai que c'est quand même toute une thématique, mais où est-ce que le courtier doit lui aussi faire un petit peu quand même son éducation
sans nécessairement investir dans des produits, hein. Mais je veux dire, comment est-ce que le courtier, quelle est ta position là-dessus, peut-être même ton conseil, comment est-ce que le courtier doit essayer d'appréhender quand même à son niveau l'IA, pas nécessairement dans les outils des compagnies, mais dans sa pratique quotidienne, peut-être lui aussi essayer de trouver des outils peut-être moins ambitieux, je vais dire, mais pour être dans le même train et dans la même dynamique. La question est très claire. Mon message, c'est que le courtier ne doit pas s'inquiéter. Mais c'est un peu comme le digital. À partir du moment où il comprend qu'il doit capitaliser sur le digital, capitaliser sur l'artificial intelligence. Là où il ne doit pas s'inquiéter, c'est que il faut qu'il s'y intéresse, il faut qu'il joue le jeu avec les compagnies d'assurance, parce que il y aura une grosse différence entre le courtier qui adopte des solutions d'artificial intelligence et ceux qui sont dans le déni ou qui se disent c'est une mode où ça passera et on fera 100. Voilà. Mais pour celui qui s'y intéresse, je dirais, le gros avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de faire de la recherche et développement là-dessus. Ça, c'est le boulot des compagnies d'assurance. Nous, on est dans une pression terrible parce qu'il n'y aura pas de place pour toutes les compagnies d'assurance. En revanche, le courtier, il aura très certainement besoin d'utiliser des applications propres, mais tout ce qui n'est pas standardisé ne sera... Tant que c'est pas standardisé, ça arrivera jamais dans le courtage ou dans les banques ou etc. au niveau des conseillers. Donc, il faut qu'il soit vigilant, qu'il s'y intéresse, qu'il joue le jeu, qu'il coopère, mais il n'a pas besoin d'aller engager des dépenses sans savoir où il va. Non, ou alors c'est vraiment le early adopter qui est passionné et qui veut absolument tester voilà, mais il n'est pas obligé. Non, bien sûr. Ça, c'est le profil un peu exceptionnel. Et pour moi, c'est vraiment une conception. De toute façon, on est obligé d'avoir un courtage compétitif. Donc, on est derrière, j'ai envie de dire. Ouais. Et le seul danger, c'est lorsque l'on a du scepticisme ou du refus. Si je fais un parallèle avec le digital, je trouve qu'on a perdu trop de temps en Belgique avec l'adoption du digital. Il y a eu beaucoup d'aller-retour avant de signer une charte qui permette d'échanger des données. Pendant ce temps, les banques, aucun problème. Ouais, tout à fait. Donc, c'est juste là-dessus qu'il faut être vigilant, sur être ouvert au changement. Mais je vois ça comme une opportunité pour le courtier d'être encore plus productif sur le plan opérationnel et avoir plus de temps pour sa relation commerciale avec le client. Ce qui est la base. Oui. Et c'est vrai que pour le digital, on parle encore de ça comme si c'était nouveau. Alors que là, c'est pas nouveau. On n'a juste pas le choix. On doit être dans le train, il est en marche et on est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Jean, tu me pardonneras si je ne parle plus d'intelligence artificielle. Allez, ça va. J'ai une petite question. Étienne, tu as un boulot très, très, très prenant. Tu nous as dit que tu as travaillé dans différents pays, entre autres en Allemagne et en Chine. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne diriges pas une compagnie d'assurance ? Alors, premièrement, il y a un piège. C'est qu'à cause du digital, on coupe de moins en moins. Work-life balance. Ouais. Oui, mais parce que c'est fascinant, que c'est excitant, que tout va vite. Voilà. On veut rien manquer aussi. Et en ça, je dirais, je me sens pas très différent de la moyenne des Belge maintenant. Des gens, voilà. Non, donc pour compenser ça, ou du moins je pratique du sport, je pratique le sport de façon raisonnable. Donc j'ai pas suffisamment de temps pour avoir un niveau de compétition, donc je force pas, mais je fais partie d'un club de sport, je fais un minimum de fitness, je fais un peu de vélo, incluant lorsque je vais au bureau. Ah ouais, mais pas de vélo électrique. Hein. D'accord, non. Non, je triche pas. Musculaire. Je triche pas. Hein. C'est pas que musculaire, hein, c'est le cœur aussi. Hein. Oui, non, mais je veux dire, voilà. On a tendance à parler de vélo musculaire. Donc je suis très sensible au dénivelé dans la ville de Bruxelles. Okay. Donc quand je pars de Uccle et que je vais au bureau, j'ai l'impression d'être Eddy Merckx parce que ça descend. Et quand je remonte, j'ai l'impression de faire mon âge. Voilà, si ce n'est plus. Si tu veux, tu peux venir me rendre visite à mon bureau d'avocat à Oui, où je peux te proposer de monter le mur de Oui. Je pense que tu risques de sentir ton âge. Oui, c'est gentil. Non, mais moi, je le sens convenablement. C'était hier la Flèche Wallonne, c'est pour ça que je l'ai en tête. Mais, magnifique, un sportif. Je ne sais pas quand, Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que quand il dit raisonnable, c'est quand même beaucoup de sport. Mais... Oui, je pense aussi.
Non, en fait, non. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Okay. J'ai pratiqué l'escrime à niveau national ou international. Donc, de façon intensive, de 7 ans à 18 ans à peu près. Voilà. Puis, à un moment donné, j'ai compris que j'arriverais pas à faire les deux. Donc, j'ai opté, les deux pas étant pour l'assurance, mais pour les études. Les études et l'escrime, ok. Ouais, mais quand on a fait beaucoup de sport, ça ne se perd pas complètement. Donc, je ne pense pas que tu te limites à faire le trajet maison-bureau. Et puis, c'est aussi un état d'esprit. Quand on a été un sportif à un niveau relativement élevé, je pense que c'est quelque chose qu'on garde toujours. On garde toujours cette discipline, cette mentalité, et, cette envie de toujours faire plus, peut-être. Absolument. Faire mieux. Donc ça, c'est un peu risqué. J'ai notamment fait mon comeback sportif un peu intensif en pratiquant la boxe. Et là, j'ai été calmé assez rapidement, mais ça a quand même duré 4-5 ans, l'aventure, jusqu'à ce que je comprenne que mon objectif était de sortir vivant. Même, avec toutes même ces des salles d'entraînement, mais j'ai jamais fait un seul match officiel, j'en suis incapable. Ah ouais. Bon, mais c'est un sport qui est très proche de l'escrime. C'est pour ça que je m'y suis mis. Et il y a beaucoup aussi de cardio, l'air de rien. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement Oui, il y a plus de cardio qu'en escrime, mais c'est surtout le combat, les codes et la gestion de la distance et la rapidité du combat qui sont très, très similaires. Eh bien, on en apprend, hein, Marie? Oui, mais je ne pense pas que dans nos auditeurs, il y ait des volontaires pour s'essayer à la boxe contre Étienne. Donc, pas de panique, pas de problème. 3-4 ans de boxe, ça suffit à me calmer. Moi, il n'y a pas de problème. Oui, moi aussi. Ouais. Mais j'arrête de parler de boxe spontanément parce qu'un jour, je suis tombé sur un courtier belge qui est remarquable, qui a des mains qui font les doubles des miennes et qui me dit « Ah, tu as fait un peu de boxe. Écoute, je t'invite à faire un petit combat. » Et lui, il s'entraîne 4 fois par semaine. Ah, voilà. Et j'ai dû décliner. J'ai dû décliner, pas très poliment. Mais là, ma survie était en jeu. Et aussi mon honneur auprès des courtiers. Parce que il faut se battre pour être reconnu parmi les courtiers belges. Ça se mérite. Et donc, j'avais pas envie de tout casser d'entrée de jeu. Voilà. De casser un courtier. Casser le mythe. Non, le courtier, jamais je casse un courtier. Magnifique. Étienne, on va essayer de bientôt te libérer. 2-3 petites questions qui clôturent de manière récurrente les épisodes de ce podcast. Une première, ça vient d'une frustration que j'ai. Donc, je suis assez curieux. J'aime bien de consommer beaucoup d'informations sur toutes sortes de sujets. On en a parlé aujourd'hui de l'IA, de business, des choses qui n'ont rien à voir, le sport aussi. Mais je ne parviens pas à trouver une formule miracle pour réussir à consommer toute l'info que j'ai envie de consommer. Je m'explique, je suis abonné à toutes sortes de newsletters, j'achète des bouquins, j'ai des abonnements. Et aujourd'hui, il y a tellement de nouveautés qui nous tombent dessus que je ne parviens pas à trouver une formule pour me discipliner. Alors, j'ai tout essayé, de bloquer des demi-journées le week-end, etc. Mais enfin, avec 4 enfants, c'est pas évident. Et donc, je sais pas si toi, de ton côté, parce que tu dois te tenir à jour sur toute une série de sujets, évidemment, de nature purement professionnelle, mais j'imagine que tu as d'autres centres d'intérêt aussi. Est-ce que tu as un type, un tuyau, un conseil à me donner pour essayer de m'aider à m'améliorer à ce niveau-là ou de trouver une solution miracle? Oui, je pense que c'est assez simple. En fait, il faut parler aux gens qui lisent. Ça va beaucoup plus vite. J'adore. Non, mais j'adore. C'est vrai. Alors, c'est pas partir du principe, un peu comme avec Hugues Bersigny. Hugues, il a dit, puisqu'il est spécialiste, il a dit, demande à l'IA qu'elle te fasse une synthèse. Bon, assez logique de sa part. Mais ici, c'est encore mieux. Demander à quelqu'un qui a déjà absorbé l'info de me la restituer. Voilà. Et donc, les conditions, c'est être curieux, mais c'est ton cas. La deuxième chose, c'est de connaître les bonnes personnes. Ah oui, ça évidemment. Voilà. Et donc, ça, je laisse à... Ouais, tu me laisses ma liberté de choix. Voilà. Mais tu es, mon libre arbitre au niveau du choix de mes sources. Tu es un chef d'entreprise, donc tu travailles avec certaines personnes, donc forcément tu leur fais confiance. Donc tu as toute une armée je vais commencer par de personnes pour te résumer toutes ces informations. Tu peux leur envoyer tes newsletters et tu dis pour info, mais l'info je la veux bien aussi. Ah, c'est bien, partager. Mais ça, c'est entièrement vrai. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une équipe dans laquelle chaque personne est tellement crédible et engagée et fiable, donc, que j'apprends énormément à mon équipe. Mais globalement, les gens sont de plus en plus informés et donc on apprend beaucoup en communiquant avec les autres et en ayant la discipline d'écouter. Pour te dire la vérité, c'est un petit peu pour ça que tu es devant nous. Hein. C'était pour qu'on puisse vous écouter ? Non. On s'est compris. Moi, j'ai une dernière question. Je lis beaucoup. Pour le moment, beaucoup de romances, je dois avouer, mais sinon avant ça, c'était beaucoup de littérature scandinave, très précis.
Et je vais beaucoup au cinéma aussi, mais uniquement sous l'impulsion de ma grand-mère, je dois avouer. La dernière fois, c'était un film italien. Est-ce que tu as un film ou un roman, ou pas un roman, un livre, un ouvrage, peu importe, à me conseiller? Alors, non. Alors moi, je vais t'en conseiller peut-être après. Peut-être après. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, la réalité, c'est que je n'ai pas forcément la patience de regarder ou de lire tout ce qui est trop long. Donc, j'ai besoin de beaucoup de contenu qui ait du sens, du rythme. Et donc, je lis des articles économiques tous les jours ou sociétaux, mais sous forme un peu condensée, donc sur iPad. Oui. Et les films que je regarde, il faut que ce soit très rapide, très court. Je suis plutôt Netflix que les chaînes de télévision ou les salles de cinéma. On demand, hein. Ouais. On demand avec des épisodes de 45 minutes, ça me va très bien. Est-ce que tu es, je ne sais pas pourquoi je pose cette question, mais c'est parce que j'étais en train de me dire que moi j'essaye de lire quand même le soir, mais malheureusement, après des journées bien chargées, je m'endors après 15 pages. Malheureusement, c'est parfois la même chose avec les films et les séries. Est-ce que tu as ce problème ou non, ça va? Tu arrives à regarder tes épisodes de 45 minutes? Oui, et plus le film est trivial, plus je tiens. Voilà. Rien de tel. Désolé de terminer sur cette note. Non, c'est très bien, c'est très bien. J'ai une toute dernière question. Je pense que ça déculpabilise certaines personnes. Oui, je pense, c'est bien. Au final, c'est quand même bien de regarder un film juste pour se divertir et pas forcément pour apprendre des choses, mais juste pour se faire un petit peu du bien. C'est un peu ce que je tente aussi, de vraiment m'échapper et donc penser à autre chose. Sinon, si on se reforme encore et qu'on reste dans du compliqué. Non, ma dernière question, Étienne, c'est, je termine toujours par là, de profiter de ta présence pour me conseiller peut-être quelqu'un que je pourrais inviter à l'occasion de l'enregistrement d'un prochain épisode. Un invité, justement, tu parlais d'écoute, de partage avec d'autres que tu trouverais pertinent. Donc ici, c'est clair qu'on est dans un podcast qui est tourné vers le monde de l'assurance, la franchise en prime. Maintenant, l'idée, c'est l'apprentissage et donc ça peut tout à fait être une personne qui est complètement extérieure au monde de l'assurance, mais qui pourrait nous apporter une forme de richesse d'information. Je ne sais pas si tu as un nom qui soit interne au groupe AXA, externe ou autre. Alors j'ai un nom de quelqu'un qui est formidable, mais malheureusement, vous l'avez déjà invité, il vient demain matin. C'est Jean Covici. Ah oui. Il est incontournable. Allez l'écouter. Mais écoute, demain matin. Ça m'intéresse quand même fort parce qu'il est le type, c'est franchement, je dis le type, c'est pas très respectueux. Ça fait des années qu'il parle du changement climatique. Il prédit ce qui va se passer. Tout se passe comme il l'avait dit. Il a une approche très scientifique, c'est pas un doux rêveur. Il faut vraiment l'écouter. Il y a des vidéos, même sur ses réseaux à lui, qui tournent où on le voit effectivement début des années 2000, je crois, ou peut-être même encore un peu avant, sur les plateaux de télé en France, avec, je crois que j'en ai vu une récemment avec Lafont, où on le prend pour un demi-fou. Ouais, mais quoi, on va devoir tout arrêter, là. Et donc, c'est vrai que c'est assez dingue de revoir ces vidéos avec notre œil d'aujourd'hui, sachant que le travail n'est pas encore terminé. Le travail, je veux dire, un peu d'évangélisation pour vraiment... on a de moins en moins de climato-sceptiques, mais enfin, malgré tout. Mais je suis très content que tu me le proposes, parce que du coup, avec Marie... On a prévu demain d'essayer de l'attraper à la sortie de la conférence. Je crois qu'il a des emplois du temps assez serrés, donc j'espère qu'il aura un petit quart d'heure à nous consacrer. Et comme on va lui dire qu'il est invité à venir de ta part, je pense qu'il n'osera pas refuser. Oui, je suis pas sûr qu'il sache vraiment qui je suis, mais c'est pas le sujet. En revanche, comme c'est un Français, dites-lui que ça va durer 5 minutes et pas un quart d'heure. Autrement, il viendra pas. Exactement ce que vous m'avez fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme on vient de faire avec toi, puisque on frôle la petite demi-heure. Un tout grand merci, Étienne. C'était vraiment très agréable de discuter, d'échanger avec toi. On a appris plein de choses. Et donc, voilà. Merci encore d'être venu. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.